Je vais vous parler aujourd'hui de la réponse immune innée dirigée contre le virus SARS-CoV-2. Et je débuterai cet exposé en rappelant rapidement les étapes clés de la réponse immunitaire. Par quels moyens la réponse immune va contrôler l'infection. Ensuite, nous verrons quels sont les facteurs qui vont occasionner le développement de formes sévères de cette pathologie. Et enfin, je terminerai en évoquant les facteurs qui vont favoriser ces formes sévères en agissant sur la réponse immune. Un bref rappel sur la réponse dirigée contre les pathogènes, les moyens de défense. Ils sont de trois types. En premier lieu, les pathogènes peuvent être bloqués par la barrière constituée par les muqueuses, soit la peau ou les muqueuses respiratoires ou digestives. À ce niveau, l'épuration mucociliaire joue aussi un rôle très important qui va permettre d'éliminer énormément de pathogènes. Si ces pathogènes réussissent à franchir cette barrière, ils vont interagir avec l'immunité innée qui va essayer de phagocyter ces éléments et de les éliminer. Et dans le même temps, cette immunité innée va permettre aussi le développement d'une immunité adaptative qui va aboutir au développement d'une réponse de type lymphocyte tueur ou à la production d'anticorps qui vont avoir également la capacité d'éliminer le pathogène. Revenons maintenant sur l'immunité innée, et en particulier sur les cellules qui sont impliquées dans la réponse antivirale. Ce sont principalement les macrophages, les cellules dendritiques et les neutrophiles. L'activation de ces cellules va ensuite permettre dans le même temps l'activation de l'immunité adaptative et la génération de cellules tueuses, cellules natural killer, les cellules NKT et les cellules T, un sujet qui vous sera évoqué dans une présentation ultérieure. Par ailleurs, au niveau de la muqueuse respiratoire et dans le cadre des infections virales, l'épithélium respiratoire joue un rôle clé dans le développement de cette réponse immune. Quels sont les éléments qui distinguent les virus du type SARS des autres virus respiratoires? Tout d'abord, c'est le récepteur qui reconnaît ces virus présents au niveau du poumon. Et en ce qui concerne le SARS, il s'agit de la molécule ACE2 qui est exprimée plus spécifiquement au niveau du poumon par les cellules épithéliales. Et par ailleurs, une autre particularité de ce virus consiste en sa capacité à infecter le poumon profond et en particulier l'alvéole pulmonaire. Cette propriété est d'ailleurs commune avec le virus de la grippe qui entraîne, comme le SARS-2, des pneumonies qui peuvent évoluer de manière très sévère. Revenons maintenant au mécanisme d'induction de la réponse immune. Le virus, lorsqu'il a la capacité de se fixer à l'épithélium, va donc être endocyté par l'endothélium et il va libérer dans ces cellules des éléments qui vont être reconnus par le système immunitaire et en particulier les acides nucléiques, les ARN, un simple brin qui l'exprime. Ces ARN vont ensuite activer les récepteurs de reconnaissance du type TLR ou des RNA hélicases, RIGI MDA5. Et ces récepteurs, cette liaison va entraîner l'activation de ces récepteurs et induire une cascade de signal qui va aboutir à la génération, à l'expression d'une quantité importante de gènes qui vont être impliqués à la fois dans la réponse antivirale et dans la réponse inflammatoire.
En ce qui concerne la réponse antivirale, les éléments majeurs de cette réponse sont constitués par les interférons IFN de type 1 ou de type 3. Ces interférons n'ont pas la capacité de bloquer directement la réplication virale, mais ils vont induire sur d'autres cellules la génération de différents gènes appelés interferon stimulated gene, ou ISG en anglais, qui vont, eux, avoir la capacité de bloquer la réplication virale. D'autre part, dans le même temps, l'activation de la voie de signalisation NF-κB va aboutir à la production de cytokines inflammatoires, en particulier le TNF, l'IL1, l'IL6 ou l'interleukine 6 et l'interleukine 8, qui vont participer au développement de l'inflammation et au recrutement d'autres leucocytes. De manière chronologique, l'infection de l'épithélium par le virus SARS-CoV-2 va entraîner la production de cytokines pro-inflammatoires et de facteurs chimiotactiques qui vont induire, comme c'est représenté ici, le recrutement à la fois des polynucléaires neutrophiles, des macrophages ou des lymphocytes T via la libération de facteurs de chimiokines, MCP1, comme ici c'est mentionné, MCP1, IP10 ou MIP1 alpha. Le recrutement de ces cellules va ensuite participer à la clairance du virus, notamment en amplifiant la génération de molécules comme l'interféron. Si cette clairance virale n'est pas suffisamment efficace, on observe un risque très important de développement d'une réponse inflammatoire exacerbée qui va être associée à une production augmentée de cytokines pro-inflammatoires, ce qui forme une boucle d'amplification et qui va entraîner secondairement les signes cliniques du Covid-19. Ces différentes étapes sont représentées ici avec les signes cliniques qui sont associés à ces différents événements. Ainsi, dans un premier temps, une infection modérée localisée dans le poumon va tout d'abord générer des signes classiques de type syndrome grippal, fièvre, toux, maux de tête. Si cette phase n'aboutit pas à la clairance bactérienne, il va y avoir ensuite une généralisation dans le poumon de la réponse inflammatoire qui va entraîner des signes localisés au poumon, avec tout d'abord un essoufflement, une hypoxie, une atteinte pulmonaire, associée bien sûr à une réponse inflammatoire locale beaucoup plus importante. Et enfin, si cette phase n'est pas contrôlée, il va y avoir un passage dans la circulation qui va entraîner les formes les plus sévères de la pathologie. Et en particulier, elle se traduit par un syndrome de détresse respiratoire, un état de choc, des atteintes multi-organes, et elle est associée à l'expression très importante de marqueurs inflammatoires. L'étape qui va déterminer ce passage aux formes sévères, c'est le franchissement de la barrière alvéolo-capillaire par la réaction inflammatoire qui est d'abord localisée dans l'alvéole. Et si cette réaction n'est pas suffisamment contrôlée, elle va entraîner de manière indirecte l'activation de l'endothélium et l'apparition des signes qui en découlent. Ainsi, si on regarde plus précisément ce qui se passe au niveau de l'endothélium, il va tout d'abord y avoir, la réaction inflammatoire va tout d'abord entraîner une perméabilité accrue vasculaire qui va faciliter la diffusion du virus et ainsi aboutir à l'activation de l'endothélium ou des parois vasculaires directement par le virus ou par les cytokines inflammatoires et également
Le passage de ce virus va pouvoir entraîner l'activation des cellules circulantes, comme c'est ici représenté sur le monocyte. Ces différentes étapes d'activation vont aboutir à la sécrétion de facteurs, comme le tissu facteur, qui vont être responsables de l'activation du système de coagulation. Et en particulier, ça va entraîner une agrégation plaquettaire dans les vaisseaux et la formation de microthrombus. Par ailleurs, on va également avoir observé une activation des neutrophiles circulants qui va entraîner leur dégranulation et la libération de médiateurs qui vont aggraver les signes vasculaires. Et cet ensemble va entraîner va se généraliser dans la circulation et entraîner la formation de microthrombus dans différents organes et également une hypotension. Ces données soulignent l'importance de l'efficacité de la réponse antivirale et du contrôle de la réponse inflammatoire lors de l'infection par le SARS-CoV-2. Et des données récentes ont identifié plutôt des facteurs qui sont capables d'altérer cette réponse immunitaire et qui vont vraisemblablement jouer un rôle dans le développement de ces formes sévères. En premier lieu, le virus lui-même a la capacité d'altérer cette réponse immune. Ainsi, il a été démontré que les virus de type SARS expriment une dizaine de protéines qui est capable de bloquer à différents niveaux, comme c'est représenté sur le schéma qui est à la droite. Ce sont les molécules colorées en rouge, qui sont capables de bloquer soit la production ou l'action des interférons de type 1 ou de type 3. Et des données récentes ont confirmé que le SARS-CoV-2 a également la capacité d'exprimer ces protéines ayant les mêmes fonctions. Par ailleurs, les facteurs génétiques de l'hôte jouent un rôle important dans le développement de la réponse immunitaire. Tout d'abord, ces facteurs génétiques vont être associés au développement de comorbidités associées au Covid-19, en particulier l'obésité, le diabète ou les bronchites chroniques ou BPCO. Des données récentes ont de plus montré qu'il existait des polymorphismes génétiques sur les gènes impliqués dans la production des interférons, en particulier des gènes tels que le TLR3 ou des gènes impliqués directement dans l'expression de l'interféron comme les gènes IRF7. L'expression de ces polymorphismes est beaucoup plus fréquente chez les patients qui vont développer des formes sévères de Covid-19 après infection. Enfin, des données publiées très récemment ont également montré qu'il existait chez certains patients qui présentent ces formes sévères des auto-anticorps capables de bloquer l'action des interférons de type 1 et de type 3. L'expression de ces anticorps est en effet beaucoup plus fréquente puisqu'elle est retrouvée chez 10% des patients présentant des formes sévères, alors qu'elle est absente chez des patients asymptomatiques. Ces auto-anticorps ont la capacité de bloquer totalement l'action antivirale de ces interférons. Et l'ensemble de ces données montre à quel point il est indispensable de contrôler cette réaction, cette production d'interférons et également de contrôler la réponse inflammatoire pour limiter le développement de ces formes sévères. C'est ce que nous essayons de faire dans notre laboratoire en développant des projets visant à mieux contrôler ces différentes phases. Je vous remercie.